Nous appelons Auban Gudermans. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, bonjour, bonsoir. Qui ne s'est jamais dit « Je ne peux rien y faire, je dois accepter, c'est tout ». Honnêtement, tout le monde. Et dans ce cas, la plupart d'entre nous essayent de fuir ce qui leur arrive et de ne plus y penser. D'autres préfèrent se morfondre et passent leur journée à déprimer. Pour accepter ce que nous ne pouvons changer, nous devons mettre de côté nos émotions et parfois même nos valeurs. Pourtant, avoir des valeurs signifie croire profondément en quelque chose et par conséquent, ces croyances guident nos choix, et ce, au quotidien. En acceptant ce que nous ne pouvons changer, nous acceptons donc de mettre de côté nos croyances les plus profondes ainsi que nos principes fondamentaux. Une autre question me fait cogiter. Lorsque les actes de l'un de nos proches vont à l'encontre de nos valeurs, que ressentons-nous ? Face à cette question, deux types de réponses reviennent très fréquemment. D'un côté, il y a les personnes qui disent qu'elles s'en moquent et que cela ne les empêchera pas de vivre. Et de l'autre, il y a les personnes qui prennent cette attitude pour un manque de respect, car elles considèrent que leurs proches connaissent leurs valeurs, et par conséquent, que cette personne agit en toute connaissance de cause. Donc, si nous considérons comme manque de respect l'ignorance de nos valeurs par nos proches, ne serait-ce pas la même chose lorsque nous ignorons nos propres valeurs ? Ne serait-ce pas un manque de respect envers nous-mêmes au final ? Depuis notre plus jeune âge, nos parents nous apprennent à respecter les autres. Cela commence par l'utilisation de formules de politesse telles que « bonjour »,« s'il vous plaît »,« merci ». Puis, lorsque nous arrivons à l'école primaire, nous apprenons à vouvoyer nos instituteurs et les adultes. Ensuite, en secondaire, nous devons attendre que nos professeurs nous donnent l'autorisation de nous asseoir pour pouvoir nous installer à notre banc. Toutes ces marques de respect, nous les utilisons au quotidien, et jamais il ne nous viendrait à l'esprit de tutoyer un professeur, et encore moins notre directeur. Ce respect-là, le respect de l'autre, on nous l'apprend depuis toujours. Mais qu'en est-il du respect de nous-mêmes ? Qui nous l'apprend ? Eh bien, je ne vais rien vous apprendre, personne. Personne ne nous apprendra jamais à respecter notre propre personne. C'est à la suite de diverses expériences que nous apprenons que se respecter, c'est oser dire non, que se respecter, c'est prendre du temps pour soi, même lorsque nous sommes submergés par le travail. Et principalement, que se respecter, c'est ne pas accepter que l'on nous manque de respect. Alors, mesdames et messieurs, dites-moi, pourquoi devrions-nous accepter ce que nous ne pouvons changer si cela va à l'encontre de nos valeurs ? Parlons à présent des personnes qui n'acceptent pas ce qu'elles ne peuvent changer. En général, elles vont commencer à réfléchir, à se demander comment changer les choses, pour ensuite commencer à rêver. Elles rêvent de ce que pourrait devenir leur avenir si elles refusent de ne pas agir. Elles rêvent de ce qu'elles pourraient devenir si elles parviennent à changer ce qu'elles ne peuvent accepter. Viennent alors des personnes qui leur disent que leurs rêves sont trop grands, trop vertigineux, trop ambitieux. Et honnêtement, nous avons tous déjà entendu ces mots. Mais, à propos, qu'est-ce que cela signifie, trop ambitieux ? L'ambition est définie comme une forte aspiration à la réussite. Elle est définie comme le souhait de parvenir à réaliser quelque chose qui nous apportera fierté et satisfaction. L'ambition nous pousse donc à réaliser nos projets. Certes, certains sont plus difficiles à réaliser que d'autres, mais difficile ne signifie pas impossible. Et que cela prenne des jours, des mois, voire des années, c'est réalisable. Et c'est tout ce qui compte. Vous allez alors sûrement me dire que non, tous les projets ne sont pas réalisables et me donner des exemples comme l'immortalité que certains scientifiques tentent de créer. Je vous répondrai alors que nous ne sommes pas certains que cela soit impossible. Personne aujourd'hui n'est en mesure d'avancer des arguments irréfutables pour appuyer la thèse que l'immortalité est inaccessible. Les scientifiques qui y croient font des recherches et travaillent sans relâche pour y parvenir. Et qui sait, peut-être que dans 50, 100 ou 1000 ans, cela sera possible. N'oublions tout de même pas qu'il y a moins de 100 ans, lorsque l'organe d'une personne était défaillant, nous n'avions d'autre choix que de la regarder mourir à petit feu, impuissant. Mais un jour, le 23 décembre 1954, le chirurgien Joseph Murray a accompli un exploit en greffant un rein à Ronald Eric. Il y eut également la première greffe de cœur le 3 décembre 1967, réalisée par Christiane Barnard. Ces deux chirurgiens ont ouvert la voie à la pratique de la transplantation. Et depuis, la vie de milliers de personnes est préservée grâce à leur ambition. Alors, en y réfléchissant,
Est-ce réellement un problème d'être trop ambitieux ? S'il y a bien une chose dont je suis sûre, c'est que rien ni personne n'est trop ambitieux, c'est notre monde qui ne l'est pas assez. Dans notre monde, l'ambition fait peur et les rêves sont sacrifiés sur l'autel de la lucidité. Trop souvent, nous restons prisonniers de situations, de mentalités, de schémas de pensée qui nous desservent, car nous croyons, et on nous fait croire, que le changement est hors de portée. Mais ce n'est pas une vie, ça. Ce n'est pas une vie de se cantonner au minimum. Ce n'est pas une vie de taire nos émotions, nos sentiments, ainsi que les injustices. Alors non, rassurez-vous, je ne vais pas vous dire que l'éducation Montessori qui fait fureur en ce moment est la solution à tous nos problèmes. Mais ce qui est certain, c'est que taire tout ce que nous ressentons ne l'est pas non plus. Nous ne pouvons pas espérer que les choses changent si nous ne changeons pas, si nous ne nous exprimons pas. Certains s'expriment par l'art visuel, en dessinant par exemple. D'autres vont préférer écrire et parfois même partager leurs textes. Je fais partie de ces personnes qui ont besoin d'écrire pour s'apaiser. Je fais partie de ces personnes dont les pensées vont bien trop vite. Et lorsqu'une injustice a lieu, lorsque quelque chose nous contrarie, la machine s'emballe. Nos pensées s'empilent et s'entassent, toujours en accélérant. Elles se poussent et se bousculent en prenant toujours plus de place. Alors nous écrivons. Nous écrivons pour nous apaiser. Nous écrivons pour nous vider la tête. Nous écrivons pour mettre des mots sur ces choses que nous ne pouvons accepter. Et c'est lorsque nous nous rendons compte que nous ne sommes pas les seuls qui ne peuvent accepter ce qu'ils ne peuvent pas changer, que nous réalisons que nous devons changer ce que nous ne pouvons accepter. Cette volonté de changer l'inacceptable s'est déjà dessinée dans le passé. Je pense à Gisèle Halimi, une avocate militante et féministe qui s'est battue pour la dépénalisation de l'avortement et la criminalisation du viol. Et son combat n'a pas été vain. Cela s'est réalisé 3 ans après le fameux procès de Bobigny qui a fait parler d'elle, de ses ambitions et de ses valeurs. Cela s'est réalisé lorsque la loi Veil a été promulguée le 17 janvier 1975. Pourtant, à cette époque, dans les années 70, il était impensable que cela se produise. Les personnes agressées se taisaient depuis toujours et les auteurs de ce crime n'ont encore jamais été punis et courent toujours les rues. En outre, avant ce fameux procès, les femmes se cachaient et risquaient leur vie pour avorter. Mais cela a changé. Cette ère d'injustice a été révolue parce que des personnes se sont battues pour leurs valeurs, parce que des personnes qui ne pouvaient accepter ce qu'elles ne pouvaient changer ont eu le courage de changer ce qu'elles ne pouvaient accepter. Et encore aujourd'hui, nous devons mener des combats tout aussi importants. Je pense aux citoyens américains qui sont dans les rues pour dénoncer les interventions arbitraires de l'ICE et les décisions de Donald Trump. Je pense à nos professeurs qui, dans encore quelques jours, seront dans les rues de Liège pour protéger notre enseignement. Je pense à tous les citoyens aux 4 coins de l'Europe qui se battent contre les extrêmes. Certains d'entre vous me diront sûrement d'être réalistes et ajouteront probablement qu'il est plus difficile de changer les choses à notre époque. Mais mesdames, messieurs, chers membres du jury, si être réaliste, c'est devoir accepter l'inacceptable, si être réaliste, c'est devoir se taire et rester enfermé dans une cage, eh bien moi, je préfère être irréaliste et dérangeante. Et mieux vaut être dérangeante et montrer que nous n'acceptons pas plutôt que de rester dans le silence. Mieux vaut être dérangeant et montrer que nous voulons que ça change plutôt que de rester enfermés dans une servitude volontaire comme de vulgaires pantins. Nous ne pouvons pas accepter cette réalité, nous ne pouvons pas subir notre vie sans rien dire. En tout cas, moi, je le refuse. Je ne veux pas d'une vie monotone et accablante. Je ne veux pas d'une vie dont personne n'a envie. Je ne veux pas d'une vie sans vie. Alors j'ai décidé que je ne laisserai plus mon passé me définir. J'ai décidé que je ne laisserai plus des événements définir mon avenir. Je n'accepterai plus les choses que je ne peux pas changer par résignation, par peur ou par fatigue. Accepter, ce n'est pas une preuve de sagesse. Accepter, c'est prendre la fuite, c'est renoncer. Accepter, c'est abandonner. Mais moi, je refuse d'abandonner. Ce qui trahit mes valeurs ne mérite pas le silence. Changer demande du courage, de la patience et souvent de l'inconfort, c'est vrai. Mais moi, je refuse de laisser de côté une valeur fondamentale de mon existence, le respect de moi-même. Mesdames et messieurs, si mon discours ne vous a pas convaincu, n'oubliez pas que la seule chose qui ne change jamais, c'est que tout change. Et il est temps de changer, car n'oublions pas ce que Martin Luther King a dit un jour, nos vies commencent à s'éteindre le jour où nous nous taisons sur les choses qui comptent. Merci pour votre écoute.
Ce qui compte chez un homme, ce n'est pas la couleur de sa peau ou la texture de sa chevelure, mais la texture et la qualité de son âme. Martin Luther King. Mesdames et messieurs, je ne suis pas la seule à avoir parlé de Martin Luther King ou énoncé une de ses citations. Je ne suis pas la seule qui vais, sans doute, comme vous vous en doutez, vous parler du racisme, des interventions de l'ICE qui sont complètement arbitraires ou des décisions de Donald Trump. Mais je tiens tout de même à souligner que les injustices sur la couleur de peau, l'accent, la langue ou quelque chose d'autre ne se font pas qu'aux États-Unis. Il y en a partout dans le monde, mais on l'oublie bien trop souvent. Comme nous l'avons vu au cours d'histoire, des guerres sont vite effacées par d'autres, des conflits oubliés par d'autres, des discriminations effacées par d'autres. Il ne faut pas oublier que chez nous, dans notre pays, dans nos écoles, il se passe la même chose que partout ailleurs. Je vous dirai simplement une seule chose. Ouvrez les yeux et ne laissez rien passer. Merci.